Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. Une grande concertation sur l'école est prévue à la rentrée. C'est l'annonce faite par Pap Ndiaye hier à l'issue du Conseil des ministres. En quoi cela va-t-il consister? On décrypte tout cela dans un instant. En deuxième partie de l'émission, on vous présentera Money Walkie, un porte-monnaie sécurisé sans contact pour vos enfants. Son fondateur sera avec nous. Et puis dans sa chronique Quoi de neuf sur les réseaux, Michael Dos Santos nous a déniché toutes les pépites des réseaux sociaux après le bac de philo hier. Vous allez voir, c'est magique. Michael Dos Santos qu'on retrouve tout de suite dans l'actu en bref. Michael, on commence avec du nouveau dans l'affaire Samuel Paty. On vient d'apprendre qu'une enquête a été ouverte en avril dernier pour omission de porter secours. 10 membres de la famille du professeur d'histoire-géographie tué en octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines considèrent qu'il n'a pas été protégé par l'État. Selon maître Virginie Leroy, avocate de l'épouse de l'enseignant, des fautes ont été commises de la part du ministère de l'Intérieur et de l'Éducation nationale. Pour rappel, l'auteur du meurtre était un jeune Tchétchène radicalisé qui avait décidé de se venger suite à la diffusion de caricatures de Mahomet dans les salles de classe. On en parle beaucoup sur ce plateau. La pénurie de professeurs est une réelle source d'inquiétude à quelques mois d'une nouvelle rentrée scolaire. De moins en moins de remplaçants, des candidats au concours toujours en baisse. Tous les voyants sont au rouge pour septembre prochain. 2 matières sont principalement concernées, l'allemand et les mathématiques. Exemple d'ailleurs pour les maths, 816 personnes se sont présentées au concours du CAPES alors que 1035 postes sont à pourvoir. Une pénurie qui se fait sentir surtout dans la région Île-de-France. Conséquence, certains élèves risquent de ne pas avoir de professeur à la rentrée. Alors, comment y remédier? Voici l'une des nombreuses pistes avancées par Sébastien Plancheneau, président de l'Association des professeurs de mathématiques. C'est bien évidemment la question salariale qui, par rapport aux questions qu'on peut rencontrer sur l'enseignement des mathématiques et plutôt des jeunes qui se dirigent vers des études scientifiques, on a une forte, appel financier par rapport à d'autres endroits que l'enseignement des mathématiques. Et donc du coup, beaucoup partent plutôt vers l'ingénierie, l'informatique, vers d'autres domaines plutôt que se diriger vers l'enseignement ou l'éducation. Oui, justement, la pénurie de professeurs qui sera l'un des sujets prévus dans la grande concertation organisée par Pap Ndiaye. On va en parler dans notre émission dans quelques instants. Suite des informations, l'école privée Sainte-Jeanne d'Arc de Tours a tranché. Désormais, les petits garçons ne pourront plus porter de jupe. Oui, une décision prise suite à la mise à l'écart de 2 frères de 4 et 6 ans, respectivement habillés d'une jupe et d'une robe. Interrogés par nos confrères de BFM TV, leurs parents jugent que la mesure est d'une autre époque. Ils souhaitent que filles et garçons soient jugés d'égal à égal. Réponse de l'établissement, cette tenue n'est pas correcte et ne respecte pas le projet éducatif. Une affaire en tout cas qui prend de l'ampleur ces dernières heures. Des associations féministes se sont emparées du sujet. L'école a même été taguée, comme vous pouvez le voir à l'image. Les toilettes de 350 écoles primaires des Côtes-d'Armor se font l'objet d'une enquête menée par l'Éducation nationale. Le constat est sans appel. De nombreux établissements du département ne disposent pas des infrastructures suffisantes. Points d'eau manquants, absence d'eau chaude, difficulté d'accès ou encore intimité des élèves non préservés. Certains enfants parfois se retiennent même d'y aller, non sans conséquence d'ailleurs. Cela entraîne parfois des pathologies urinaires, voire sur les reins. L'objectif en tout cas de cette enquête, établir des recommandations pour la mise en place de normes d'hygiène et de sécurité. Heureusement qu'il y a des enquêtes quand même. Ça c'est. Non mais vraiment. Dernière information, Mickaël, concernant la canicule. L'école ne sera pas obligatoire demain dans 12 départements situés dans le sud-ouest. Ça sera sûrement une bonne nouvelle pour certains. En tout cas, écoliers et collégiens pourront rester à la maison à cause des fortes températures, a annoncé l'Éducation nationale. Les activités physiques d'ailleurs sont aussi limitées, en tout cas activités physiques de faible intensité, il faut le préciser. Merci Michael. Alors à l'issue du Conseil des ministres, le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye a prévu une grande concertation sur l'école dès la rentrée et ce jusqu'à la fin 2022. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça va transformer au sein de l'Éducation nationale? On en parle tout de suite dans le Grand JT.
Pour en parler, je suis ravie d'accueillir à nouveau Norman Gourrier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du SNCL, le syndicat national des collèges et des lycées. Alors, Pape Ndiaye, donc, elle a annoncé à l'issue du Conseil des ministres, grande annonce, une concertation qui va débuter à la rentrée autour de l'école jusqu'à fin 2022. Donc quelques mois pour réfléchir, a priori avec de nombreux établissements, si ce n'est pas tous les établissements, ce qui quand même nous fait une longue liste. Un engagement assez fort. Un engagement assez fort, en tout cas c'est comme ça que vous le voyez. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ça justement la date, parce que rentrée 2022, que nous n'entendons pas vraiment Pape Ndiaye pour l'instant, parce qu'il a été nommé il y a quand même un petit moment. Pas de prise de parole réelle et une attente concrète de cette grande concertation. Oui, je pense que ce qui le paralyse en premier, c'est que les choses qu'il va nous annoncer et qu'il doit nous annoncer dans les mois qui viennent sont parfois positives, mais pas toujours, parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été annoncées dans le programme d'Emmanuel Macron pour l'éducation nationale, mais il y a aussi des dangers. Le programme du premier mandat ou de celui-ci ? En tout cas, ce qui a été promis dans l'entre-deux tours de la campagne présidentielle. On voit très bien qu'il y a des éléments qui vont intéresser les professeurs, mais on parle aussi d'un pacte enseignant dans lequel il y a des contreparties, et ces contreparties, elles ne vont pas forcément faire sourire les professeurs. Donc, je pense que... Quelles mesures qui ne vont pas plaire ? Et par exemple, l'extension de leur mission, les missions complémentaires qui pourraient être imposables aux professeurs, une nouvelle organisation des rythmes scolaires dans le collège. Il y a un certain nombre de choses qui vont créer des inquiétudes et probablement aussi la réforme des retraites qui est toujours dans l'ombre. Et on sait bien que les enseignants attendent le président sur ces questions-là. Il y a un point spécifique enseignant à traiter. Donc pour toutes ces raisons, Pape Ndiaye peut promettre la concertation, mais difficile pour lui de donner à voir ce qui est derrière sans peut-être donner des sources d'inquiétude à un électorat potentiel. On est toujours en période électorale, il faut le rappeler. En revanche, il y a eu un vrai manque de dialogue avec Jean-Michel Blanquer. Peut-être que l'idée là de faire justement cette grande concertation avec le personnel de l'éducation nationale, peut-être envoie un message positif cette fois-ci ? On aimerait y croire. Le problème, c'est que c'est la troisième fois que ce scénario est servi aux enseignants en très peu de temps, puisqu'en 2012, on se rappelle de Vincent Payan, avec la refondation du quinquennat Hollande, qui avait commencé par une grande concertation, c'était les mêmes mots, et au final, on s'était rendu compte qu'il s'agissait d'ateliers auxquels on invitait les enseignants pour constater des décisions qui étaient prises à l'avance, donc pas du tout démocratique. Ensuite, on a eu le fameux grand Grenelle de l'éducation. Je rappelle quand même que Jean-Michel Blanquer a remis les conclusions du Grenelle le 21 mai 2021, donc ça va faire un an à peu près qu'on a eu les conclusions d'un travail de concertation de 3 années. Ça lui a été fatal, en tout cas. En tout cas, oui. Et surtout, on n'a pas vu venir l'ombre d'une conséquence de tout cela. Donc, refaire une concertation alors qu'on vient de finir, il y a moins d'un an, les conclusions d'un grand Grenelle qui avait été organisé soi-disant pour rénover l'école, donc le même objectif. Comment y croire aujourd'hui dans cette troisième tentative Est-ce que c'est pas un peu français, ça, ce côté, on réfléchit toujours, on fait des concertations, on se dit que ça va pas, puis finalement on réforme sans réformer, on re-réforme encore, et puis rien n'avance, quoi. Ça fait 20 ans, 30 ans que c'est le drame, et que l'école se retrouve dans une situation pas possible. Ça dépend de la volonté des gens qui se mettent autour de la table. Moi, je ne doute pas que les parents d'élèves, les enseignants, les acteurs concrets du secteur de l'éducation qui sont venus à ces concertations précédentes espéraient changer les choses. Ils venaient avec des idées, il y avait du débat, on a vu des ateliers très animés, et c'était positif. Mais de l'autre côté de la table, quelles sont les volontés des gens qui font asseoir ces personnes et qui les font discuter ? Si elles viennent juste pour chercher une sorte de justification de mesures qu'ils ont déjà écrites et déjà fixées, ça n'est qu'un faux débat et ce n'est qu'une mise en scène. Si de l'autre côté, du côté politique, on a des gens qui sont prêts à entendre des choses nouvelles, à innover, à repenser eux aussi en dehors de leurs ornières, tout est possible. Mais Norman Gourrier, vous êtes investi, je le vois, vous êtes engagé, vous êtes là, vous êtes indiqué justement. Quel est votre sentiment profond ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il va se passer quelque chose ? Est-ce que cette nomination, par exemple, de Pape Ndiaye vous laisse une voie positive, une ouverture positive ? Est-ce que vous sentez que tout d'un coup, les politiques en place se disent il faut absolument agir et vite ? Alors, il y a plutôt 2 éléments qui vont les obliger à agir. C'est peut-être là où je suis encore un petit peu optimiste. D'abord, il y a la crise du recrutement enseignant. Elle est considérable. Elle va s'accentuer dans les années qui viennent puisqu'on a une accélération des départs en retraite avec un effet générationnel. Les enseignants qui avaient été recrutés massivement dans les années 80 vont tous partir en retraite entre 2022 et 2027. Donc non seulement on a du mal aujourd'hui à recruter cette année, on l'a vu au concours, mais ce n'est que le début de quelque chose de dramatique qui va se reproduire pour au moins 5 ans. Donc il n'y a
pas d'autre choix que de trouver des solutions. Sinon, on n'a plus personne dans nos écoles dans 5 ans. Alors, la solution dont il a parlé, pardon, je vous coupe, mais je me permets, je détaille. Justement, là, il a annoncé, il dit, on va promettre en urgence, justement pour la rentrée, donc dans 3 mois, un recrutement de contractuels pour pallier à l'urgence. Donc, 1% dans le premier degré, après, ce que j'ai lu, et 8% dans le second degré. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ces chiffres sont minorés. Nous, on était plutôt autour de 14% si on regarde les enseignants du second degré pour le remplacement contractuel. C'est 14% aujourd'hui, presque un professeur sur 6 qui est contractuel. Ce sont des viviers qui sont déjà à flux tendu, soit parce que les manques sont là, il faut bien les combler, soit parce que ceux qui alimentaient ces viviers les années précédentes ont été remerciés par les rectorats suite aux différentes réformes de Jean-Michel Blanquer pour économiser des postes. Et donc, les gens qui sont contractuels dans l'éducation nationale et qui ont été remerciés ne vont pas rester à attendre un an au chômage qu'un rectorat les rappelle. Ils vont ailleurs, ils vont vers d'autres secteurs d'activité, dans le privé, et lorsqu'on revient vers eux, ils ne sont plus forcément disponibles. Donc je pense que là, si Pape Ndiaye espère régler ce problème juste par ce vivier-là, c'est un vivier qui a déjà été beaucoup épuisé. Oui, alors ça, c'est un vivier pour pallier à l'urgence, a priori, de la rentrée. Mais cette concertation, cette grande concertation, elle va durer des mois. Donc comment on va faire? Elle sert à quoi déjà cette grande concertation? Franchement, est-ce que c'est juste une communication politique ou réellement ça va servir à quelque chose? Qu'est-ce qu'on attend d'une grande concertation? Je pense que le fait de l'annoncer aujourd'hui est un peu prématuré et ressemble à un coup d'annonce médiatique préélectoral. Ça, on peut le penser. Mais préélectoral pour les législatives? Oui, pour le second tour des législatives, parce que vous savez qu'il y a un électorat enseignant qui est un peu flottant, qui a été assez échaudé par le quinquennat Macron, surtout par Jean-Michel Blanquer, qui là peut-être voit un signe d'espoir ou un signe positif dans la nomination de Pape Ndiaye et qui ne sait pas trop bien se positionner pour la suite, pour dimanche, pour être concret. Donc il y avait peut-être un coup à jouer à annoncer quelque chose que Pape Ndiaye lui-même ne semblait pas vouloir annoncer maintenant, puisqu'il y a quelques semaines, il avait dit que cette grande concertation n'aurait pas lieu avant octobre, puisqu'il fallait laisser à septembre le temps d'organiser la rentrée classique, ce qui était plutôt sage de sa part. Et là, il a annoncé avant-hier que ce serait dès septembre et que ça serait fini avant décembre. Donc ça va vraiment se concentrer sur ces 3 mois. Donc on sent qu'il y avait une précipitation à l'annonce. Bon, c'est pas pour ça qu'il faut tout de suite condamner le projet, la démarche. Ce qu'on voit venir, c'est probablement une concertation par Internet, puisqu'il a parlé de la possibilité de tous les agents, même dans les plus petites écoles, de donner leur avis. On ne va pas organiser des cahiers de doléances dans la petite école rurale du fin fond du dernier des départements français. Et c'est bien dommage, parce qu'ils en ont besoin aussi. Ça, on en a besoin parfois, mais je pense que l'ampleur du mouvement dans un temps si court suppose que ce sera par un moyen plutôt Internet. Ce qui avait été fait dans le Grenelle de l'éducation, puisqu'on a eu les ateliers du numérique, 3 mois d'ouverture libre à toutes les personnes qui voulaient participer sur Internet pour donner leur avis sur les projets d'éducation. Des ateliers très intéressants d'ailleurs, qui ont donné des conclusions il y a à peu près 15 mois, et aucun ministre n'est venu nous dire ce qu'il en ferait. Alors, donc il y aurait les mêmes conclusions finalement que le Grenelle de l'éducation? Je ne pense pas qu'en 15 mois, les problèmes de l'éducation nationale aient vraiment changé. Je pense que les constats étaient là, les idées d'innovation étaient là, elles sont déjà exploitables à ce niveau. Je ne pense pas qu'il y aura grand-chose à ajouter sur ce délai-là. Mais on a le sentiment d'une paralysie, d'une peur, je ne sais pas. On se dit, on a fait déjà le constat de ce qui ne va pas, on vous le montre, vous demandez, on fait le constat, on vous le montre, 15 mois après on recommence. C'est même plus pernicieux que cela, parce que ça a commencé par le dialogue social pur et dur, je dirais, c'est-à-dire la consultation des organisations syndicales, dont je fais partie. Le SNCL est un syndicat. On nous a demandé notre avis. On a donné notre avis aux différents ministres qui se sont succédés. Notre avis n'a pas plu. Donc, on s'est tourné vers la société civile ou vers les professeurs pour les consulter. Quand vous dites on, c'est les politiques? Voilà, les politiques n'étaient pas tout à fait d'accord. Sans doute que nos vues, nos analyses étaient biaisées par notre vue idéologique, puisque parfois, les politiques ont encore une vision très rétrograde des syndicats, des représentants syndicaux. Qu'est-ce qu'ils pensent, des syndicats? Sans doute que ce sont encore des machines idéologiques au service de visions politiques, plutôt encartées, plutôt sclérosées, qui défendent leurs précarés, leurs intérêts, alors que ça fait des années qu'aujourd'hui, les syndicats en France se sont de fait modernisés. Nous faisons essentiellement de l'assistance juridique, de l'accompagnement, du conseil. On défend les collègues sur des situations de travail, de harcèlement. Enfin, ça n'a plus rien à voir avec le syndicaliste des années 70 qui était là pour faire passer un message militantiste. C'est terminé. Mais bon, on n'a pas forcément bonne presse et les ministres ne nous entendaient pas. Donc, ils ont voulu se tourner vers les professeurs et créer ces grandes concertations en espérant trouver un message différent. Surprise, le constat des professeurs était assez proche du constat que nous faisions, puisque nous avons directement au téléphone tous les jours les gens qui sont dans les problèmes. Eh bien, ça ne plaît pas encore. Donc, cette fois-ci, on va consulter les parents, les conseillers départementaux, les chefs d'entreprise, et on va faire rentrer la société civile dans cette grande concertation qui devient une foire à expression de tout le monde et pas forcément les plus intéressés directement au sujet, en espérant que là, on va avoir une vision qui va enfin correspondre à ce qu'on a vraiment envie de faire pour l'école en France, qui malheureusement est souvent
enfermés dans une vision libérale, anglo-saxonne, de modernisation, parce que le système français continue d'apparaître comme archaïque à la plupart des leaders politiques. Alors, sinon, ça promet en tout cas à vous écouter. On parlait de revalorisation des salaires, qui était effectivement un des grands sujets de ce fameux Grenelle de l'éducation de l'époque. 700 millions, déblocage d'une enveloppe de 700 millions à l'époque, notamment pour revaloriser les revenus des personnels, 400 millions, je crois, autour, à peu près. Voilà. On en parle depuis longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui, donc ça revient, est-ce que réellement on est déjà, puisque ça a soi-disant commencé, cette augmentation des salaires, est-ce qu'elle est effective lorsqu'on démarre notamment, et qu'est-ce qu'on peut attendre pour effectivement les salaires des professeurs, mais de l'ensemble du personnel éducatif pour les 5 prochaines années? Alors on est toujours sur les mêmes problématiques, 400 millions sur une année, pour un ministère qui compte 1 230 000 personnels, ça fait 400 € par an, un peu moins, 380 € par personne et par an. Vous avez eu une prime informatique qui a été donnée aux enseignants, 100 € par an, pour moderniser leur appareil informatique personnel, puisque les enseignants utilisent leurs imprimantes, leurs téléphones portables dans les cours de plus en plus et leurs ordinateurs. Donc, au bout de, donc de ça, il faut déduire aussi les fournitures, le papier, etc., l'encre. Bien sûr, oui. Donc, vous voyez bien qu'avec 100 € par an, bon, peut-être au bout de 7 ou 8 ans, vous pouvez prendre un ordinateur neuf. C'est à peu près ce que ça couvre. Et donc, il reste les 300, 200 millions d'autres qui ont été répartis par, en gros, 40, 30 € d'augmentation par mois. Donc, c'est vite dilué. On n'a pas du tout quelque chose qui peut permettre de montrer une considération, une revalorisation qui va avoir un impact sur l'attractivité du métier, l'envie des étudiants de s'engager, une réponse à la morosité, comme a dit Pap Ndiaye, que ressentent les enseignants. Donc il y a des effets par petites touches très ciblées qui se sont mis en place, mais c'est très loin de ce qui est attendu pour vraiment appeler les choses une revalorisation. Vous venez de donner un terme qui est très parlant, je trouve, parler de morosité des professeurs. C'est comme si c'était un peu, j'ai le sentiment en tout cas, de passer un peu à côté de la réalité de ce que vivent les enseignants. Oui, c'est vrai que le mot n'était pas le mieux choisi pour le ministre, morosité, parce que je pense qu'il confond là une lassitude qui est plus forte et une colère sous-jacente qui est présente aussi, qui se manifeste à l'occasion. Donc j'espère que son analyse va plus loin et qu'il est conscient que la fatigue dont il a parlé, ça elle est réelle, elle couvre aussi une approche désabusée du métier qui se traduit par des démissions en augmentation, par des ruptures conventionnelles qui sont sollicitées de plus en plus par les collègues maintenant qu'elle est possible. Et donc, si vous voulez, une fuite des deux côtés. Non seulement moins en moins de jeunes entrent pour venir faire ce beau métier, et de plus en plus de gens qui sont en place en milieu de carrière sont en train de partir. Pap Ndiaye promet également dans cette grande concertation de prioriser l'école primaire par une amélioration du taux d'encadrement des élèves. Je cite Pap Ndiaye sur le site Challenge. En traduction complète, le nombre moyen d'élèves par classe qui est passé de 23 en 2017 à 21,8 en 2021. Je souris et qui diminuera à la rentrée prochaine. Réellement, est-ce qu'il y a 21,8 élèves en moyenne par classe aujourd'hui? Alors, en moyenne, oui, c'est possible. Moi, je veux bien croire que les taux d'encadrement sont calculés. Je ne dis pas que c'est possible qu'il y ait moins de 20 élèves par classe quelque part, mais je dis en moyenne. Oui, je pense que ce chiffre est assez juste et je pense que le ministre ne s'engage pas trop en promettant une baisse puisqu'il aura avec lui la démographie. Nous allons recevoir un peu moins d'enfants dans les petites sections et dans le premier degré dans les années qui viennent. Il y a toujours un jeu de vase communicant qui se produit. Donc je ne doute pas que ça augmente. Il n'a pas précisé les chiffres d'encadrement du collège ou du lycée ou des sections universitaires, ou les universités qui actuellement reçoivent des afflux d'étudiants liés au mini-boom des années 2000 et qui sont sous ce choc-là à l'heure actuelle. Ça, il n'en parle pas. Donc oui, il y a un déplacement de population au sein de l'éducation nationale, il est logique. Il peut se traduire par 1,2 élèves en moins par classe, avec une moyenne qui tourne autour de 21-22, ce qui veut dire qu'on a des classes régulièrement à 26-27 élèves, parce que c'est pas ramené au nombre d'enseignants, mais tous les enseignants ne sont pas devant élèves. Et puis après, vous avez des écoles rurales qui ont des niveaux regroupés en un seul, qui peuvent donc avoir parfois des petits effectifs et qui font la balance. La balance, voilà, c'est ça. Il faut bien voir que ce chiffre moyen idéal, malheureusement, va se traduire par des écarts à la fois de beaucoup plus grande population de classes à certains endroits et à l'inverse de niveaux regroupés en une seule classe unique à d'autres. Prioriser l'école primaire, c'est aussi s'occuper des savoirs fondamentaux, de faire en sorte que les enfants savent lire, écrire et compter à leur arrivée en 6e. Oui. Je pense que tout le monde était assez d'accord sur le fait qu'il fallait mettre la priorité sur le premier degré. Quand on consulte les professeurs du second degré, ils trouvent d'ailleurs injuste que certains professeurs, leurs collègues du premier degré, ne bénéficient pas de certaines indemnités au même titre qu'eux. Et les rapports européens montrent que la France s'occupe
peu de son premier degré comparativement à ses voisins en termes de budget. Donc tout ça a dû amener les politiques, même les plus réticentes aux dépenses publiques, à envisager d'améliorer les conditions dans le premier degré. Et ça veut dire aussi, on espère, des conséquences positives après sur toute la chaîne de l'école. Oui, mais alors, toute la chaîne de l'école, évidemment. Mais le problème, c'est que comment faire? On a dédoublé certaines classes, effectivement, dans le primaire. Oui. Est-ce que ça a fonctionné, ça, déjà? On voit bien que dans les rapports des enseignants, ça amène quand même une paix dans le cadre de classe, dans le travail quotidien qui va, plus serein. Voilà, qui va favoriser la qualité de travail, la qualité de vie au travail des enseignants. Ça, pour eux, c'est très clair. Au niveau du bénéfice élève, il est là, mais il est assez faible. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer en termes d'acquisition supplémentaire d'apprentissage. Alors, oui, d'accord. Alors déjà, effectivement, le bénéfice n'est pas très clair. Et en plus, dédoubler, c'est formidable. Mais quand on est dans une situation de pénurie de professeurs, de manque de profs, comment on fait? Et oui, donc ça, c'est tout à fait le problème que l'on rencontre. Encore que sur le premier degré, on arrive à tenir à peu près le challenge, mais par exemple au lycée, avec les annonces des nouvelles classes de mathématiques, alors qu'on a un déficit d'entrée de 2000 collègues en mathématiques, là, il n'y a pas de réponse. Donc on voit bien que le gouvernement est pris à son propre piège sur cette question, et il compte sur le désintérêt des lycéens pour cette option maths qu'il va créer, pour avoir, si possible, le moins de candidats, et donc le moins de problèmes possible à l'arrivée. Est-ce que vous avez suivi le job dating lancé par l'Académie de Versailles? Bien sûr. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, j'ai trouvé ça vraiment honteux. J'ai été choqué par ce système parce que justement, nous, on suivait des collègues de Versailles du premier degré, notamment, qui sont titulaires, qui ont eu le concours, qui travaillent, qui sont jeunes enseignants depuis 1 an ou 2 dans l'Académie de Versailles, qui n'est pas réputée pour être la plus simple, qui sont dans des vraies difficultés parce qu'il n'y a pas d'accompagnant pour les élèves en situation de handicap. Il y a un déficit total d'AESH sur l'Académie de Versailles. Donc ces collègues ont des classes de 24-25 élèves de petites sections, oui, avec des enfants en situation de handicap en plus de leurs effectifs et pas d'accompagnant pour ces élèves. Donc ils doivent gérer à la fois le handicap, qui peut être très différent d'une classe à l'autre de l'élève, plus tout le reste de la classe. Ils sont en difficulté. Et là, ces collègues nous ont appelés parce qu'on ne leur donne pas de poste. Il n'y a pas de poste en résultat de mouvement, pas de poste définitif. Donc ils sont maintenus en position provisoire ou à 27-32 km de chez eux pour certains à la rentrée prochaine. Donc on va les dégoûter. Certains d'entre eux ont envie de démissionner. Alors qu'ils sont là, ils ont le diplôme et ils mériteraient juste d'être encouragés, encadrés pour rester. Et au lieu de répondre à ces collègues-là, à leurs problèmes familiaux et quotidiens, pour s'assurer qu'ils restent, eh bien, on fait du job dating pour aller reprendre des nouveaux qu'on va épuiser au bout de 2-3 ans. Donc ça, je trouve que vraiment... Mais c'est complètement absurde. Enfin, ce que vous dites là a été... en absurdie. Oui, c'est ça. Ça a été porté plusieurs fois quand même. Ça a été raconté à la fois sur les réseaux sociaux, sur les différentes antennes de nos collègues. Pourquoi il n'y a pas de réaction? Parce que la gestion des ressources humaines au sein de l'éducation nationale est très déshumanisée. Elle a très peu évolué depuis le 19e siècle, malheureusement. On est dans la fonction publique, ce qui est déjà là-dedans plutôt un handicap. Et on n'a pas de culture de l'accompagnement, de la proximité. On emprunte au secteur privé le management un peu à la dure en espérant obtenir du rendement, mais on n'emprunte pas ce que le secteur privé sait faire, c'est-à-dire accompagner les collègues dans la mobilité, dans l'évolution de carrière. Et donc on retrouve toujours ces portes closes, cette administration sourde, très sèche, qui n'a pas de réponse, où le fonctionnaire, par définition, par ses statuts, est au service de l'État, comme étaient les hussards noirs de la République dans l'ancien temps. Et donc, si on a un problème de 30 km le matin ou 30 km le soir, c'est pas le problème de l'administration. Voilà, c'est ce manque d'écoute et de dialogue, en fait, qui pénalise énormément notre administration, qui est archaïque et qui, là, a besoin d'évoluer. On espère que cette grande concertation sur l'école puisse faire évoluer les choses. Dernier point, parce que quand même, c'est la grande réforme aussi de Jean-Michel Blanquer pour le premier mandat d'Emmanuel Macron, c'était Parcoursup. Parcoursup, donc là, il y a eu l'épreuve de philo cette semaine. Que pensez-vous de Parcoursup? Est-ce que vous allez demander une vraie modification de Parcoursup, une annulation définitive, un changement, un maintien? Quel est votre avis? Alors, le souci de Parcoursup, c'est que son calendrier ou son agenda, la manière dont il se déroule dans le temps, a obligé à bousculer toute l'organisation du baccalauréat et du lycée. Puisque pour pouvoir rentrer les résultats des lycéens futurs bacheliers dans l'algorithme de Parcoursup, on demande aux professeurs de faire passer des épreuves terminales dès le mois de mars dans l'année. Cette année, ça n'a pas été possible. Il y avait le coronavirus en plus, donc ces épreuves ont été décalées au mois de mai. En les décalant au mois de mai, les équipes pédagogiques se sont tout juste sorties de l'affaire et ont réussi, bon gré mal gré, à tenir le coup. Mais c'était évidemment une année exceptionnelle. Normalement, si tout suit son cours, l'année prochaine, on doit revenir à des épreuves en mars. Mais le mois de juin est déjà perdu. Le mois de mai aussi, ça veut dire qu'on perdra le mois de mars? Enfin, c'est quoi? Peut-être le mois d'avril. Donc vous voyez bien que là, on est sur une situation qu'on ne maintient debout
que par une volonté d'affichage politique, mais ça ne va pas, ça ne fonctionne pas. Donc il va falloir un moment que quelqu'un, on espère que ce sera Pap Ndiaye, ait la modestie de reconnaître que tout cela ne fonctionne pas, qu'il faut reprendre les bases, réorganiser les choses. On voit aussi, par exemple, dans les épreuves de spécialité qui viennent d'être corrigées par nos collègues, que ces collègues ont rentré les notes de tous les candidats dans l'algorithme Santorin, donc c'est l'application qui permet de recevoir les notes des candidats, et ils ont constaté lundi dernier que toutes leurs notes ont été augmentées de 1, 2, 3 ou 4 points pour des milliers de candidats. Trafiqués, moi c'est le mot que j'emploie. Un problème de cybersécurité en fait. Alors c'est pire que ça, puisque apparemment ce sont les inspecteurs disciplinaires qui ont effectué ces modifications en ayant reçu des ordres d'au-dessus, donc du ministère directement. Quand vous dites apparemment, c'est vérifié par qui cette information? Alors les inspecteurs l'ont déclaré, qu'ils avaient appliqué les consignes et qu'apparemment cette application tient un élément qui permet de corriger des milliers de notes en un clic en augmentant des points. Et ils se sont cachés sous le fait qu'il faut rééquilibrer les lycées entre eux, certains lycées notant trop sec, les élèves ne retrouvent pas la moyenne à laquelle ils étaient habitués. Donc on a des professeurs qui se trouvent vraiment bafoués dans leur mission. C'est une humiliation de plus, non? Et bien sûr, ils se donnent du mal pour corriger toutes ces copies, ils réfléchissent parfois à un demi-point, c'est important pour eux, et à la fin, ils arrivent et ils se rendent compte que leurs copies ont été complètement augmentées de 1 à 4 points. Donc là, on est dans une mascarade d'affichage. Il faut absolument que le bac 2022 ne présente pas une baisse du taux de réussite, sinon ça viendrait comme un camouflet à Jean-Michel Blanquer et un camouflet à la réforme. Donc on court après l'affichage médiatique au lieu de se poser pour réfléchir à l'intérêt des élèves. Mais attendez, ce bac, il sert encore quelque chose parce que alors là, quand vous dites en plus que les notes sont trafiquées, d'accord, c'est un diplôme national, d'accord, évidemment, on a besoin du bac, et notamment pour la suite, mais réellement, le bac en lui-même. Alors, les professeurs les plus cyniques vous diront la prochaine fois, dites-moi quelle note je dois mettre avant que je corrige. Alors, il ira plus vite, on en est vraiment là. Donc ça participe de la lassitude dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a un manque de considération. On voit bien que la finalité du ministère, c'est de se débarrasser du baccalauréat. Ils ne veulent pas le faire officiellement parce que c'est symbolique, c'est une institution, ça heurterait des consciences, mais dans les faits, petit à petit, il est démantelé, il perd toute crédibilité et on va vers sa suppression. Donc au bout d'un moment, soit il faut arrêter le canular, il faut accepter les choses et ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde et mettre tout ça à plat, soit il faut revenir à un baccalauréat exigeant en acceptant que tous les candidats ne soient pas bacheliers et que ça arrive de ne pas être un bon élève. Et oui, ça arrive, ça c'est sûr, on en connaît. Merci beaucoup Norman Goyer d'avoir été avec nous. Je rappelle, que vous êtes secrétaire général, je vais y arriver, du SNCL, le syndicat national des collèges et des lycées. Et on se retrouve évidemment, peut-être d'ici là, avant la fin des vacances, avant les vacances, je veux dire, mais pour surtout parler de cette grande concertation qui aura lieu donc dès la rentrée et faire un point peut-être à l'automne ensemble. Avec le contenu. Avec le contenu, en espérant qu'il soit positif et qu'il fasse évoluer effectivement l'école. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, on marque une courte pause et on revient. Merci d'être avec nous dans le Grand JT. Je suis ravie d'accueillir Raphaël Leprêtre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Moneywoki, le porte-monnaie sans contact pour les enfants, pour les grands, pour tout le monde. Je suis fan. Je vous montre direct ce que c'est. Je suis tombée raide dingue de ces petites choses-là. Regardez. Voilà, la fusée, le panda, le perroquet, tout. Ils sont absolument géniaux. Vous allez nous raconter comment vous avez eu cette idée déjà. Alors, ravi de pouvoir en parler. On a eu cette idée il y a 3 ans, en fait, avec mon épouse. On cherchait une solution pour donner de l'argent à notre fille qui avait 10 ans. Et elle commençait à avoir besoin d'un petit peu de sous pour acheter un pain au chocolat en sortie d'école. Et l'argent liquide, pour nous, n'était pas vraiment une option. On avait toujours peur qu'elle le perde, qu'elle se fasse voler, ou pire. Oui, puis même, en fait, intellectuellement, c'est compliqué de donner de l'argent liquide comme ça. On se dit, bon, est-ce que c'est l'âge? Peut-être non, c'est une question que vous vous posiez? Oui, on se la posait également. Et puis surtout, on se demandait surtout quand on lui donnait 10 € ce qu'elle en faisait. C'est un autre sujet. Si on couple ça à la complexité en tant que salarié, d'avoir de l'argent liquide sur soi, de courir le lundi matin après un distributeur, c'était vraiment pas pratique. Donc on cherchait vraiment quelque chose de simple, sécuritaire. Et on avait vraiment envie de donner de l'autonomie à notre enfant. C'est-à-dire vraiment de lui laisser faire des expériences et de la faire entrer un peu dans cette économie digitale. Et on a couplé ça d'un constat qui était pour nous peut-être un peu plus grave. On a commencé à se rendre compte qu'elle n'avait pas de connaissances en matière d'éducation financière, que les bonnes habitudes en matière de consommation non plus étaient quelque chose qui n'était pas forcément enseigné par ailleurs. Et donc notre souhait, c'était de trouver un objet pratique, utile,
couplé à une dimension éducative pour qu'elle apprenne quelque chose au fur et à mesure. Voilà. Alors, parlons de l'objet de manière claire pour que tous ceux qui nous regardent comprennent bien. Mickaël, vous avez découvert Money Walkie ? Moi, j'adore, je trouve ça super pour les enfants. Alors moi, le petit, il a 15 mois, donc il est encore un peu jeune pour payer avec, mais je trouve ça très original et honnêtement, on a pu en discuter un peu avant l'émission, c'est super. Alors justement, on en parle. Concrètement, moi je connais parce que j'en ai évidemment un pour mon fils, mais pour ceux qui nous regardent. Alors, c'est très simple. C'est ce petit objet, donc c'est un petit device qui s'accroche assez pratiquement aux clés, qu'on vient couvrir et personnaliser avec une petite coque. Donc, en l'occurrence, je vous présente le Panda, notre best-seller. Mais bien évidemment, vous pouvez changer les coques au fur et à mesure des envies, au gré des saisons. Vous pouvez passer sur la glace parce qu'il fait beau. Et le tout est couplé à une application. Cette application est installée sur le téléphone portable du parent. Et le parent, depuis cette application, va pouvoir recharger avec sa carte bancaire la somme qui sera nécessaire à son enfant. Donc on met 10, 20, 30, 40, 50 euros en fonction de l'âge et de la maturité de son enfant. Et ce dernier va pouvoir l'utiliser un petit peu partout. Et en fait, il va utiliser la technologie du paiement sans contact. Donc très simple. Donc jusqu'à 50 euros. Et ce, sans aucune limite autre. Bien évidemment, on a permis quand même aux parents de mettre dans cette application des limites, là aussi, pour encadrer un peu l'usage. Donc vous avez la possibilité d'abaisser ce montant, de créer des règles de gestion qui soient un petit peu plus draconiennes pour les enfants. Et aussi une tirelire, parce qu'effectivement, vous parliez de savoir consommer intelligemment et d'apprendre à gérer son argent. Là aussi, c'est une façon de pouvoir évoquer l'argent de manière générale avec l'enfant. Alors, il y avait plusieurs choses qu'on voulait apprendre à nos enfants. La première chose, c'est effectivement qu'économiser, c'était essentiel. Donc, on va leur donner la possibilité de mettre de l'argent de côté. Donc, ils se créent une petite cagnotte, une tirelire, qui va leur permettre... en vacances sans les parents, peut-être. Notamment... À 10 ans, c'est vraiment classique. C'est acheter une trottinette, un jeu de console, c'est souvent ça. Et donc, l'enfant se donne des objectifs, va pouvoir consolider. Bien évidemment, c'est la vie réelle, donc de temps en temps, il peut piocher, il peut reconstituer cette tirelire au fur et à mesure et au gré de ses besoins. Et on a été un petit peu plus loin, parce que c'était bien de savoir thésauriser ou consommer. Et on s'est dit qu'il fallait lui apprendre aussi le don. Donc on a mis aussi un module sur le don, qui est un module qui lui permet de donner des sommes, alors toujours sous l'encadrement des parents et la validation des parents. Oui, c'est ce que je trouve absolument génial, justement, donc, parce que vous avez compris, je l'ai. C'est qu'effectivement, on a toutes les dépenses qui sont clairement énoncées et on peut tout gérer avec l'enfant. Si je peux me permettre, je vais rebondir sur ce que vous dites, Virginie. Quelle est la différence avec une carte bleue, finalement, parce qu'on peut aussi contrôler à distance avec une application, j'imagine? Alors nous, on a un profond respect pour l'objet. On pense que l'objet, il ouvre d'autres formes de relations avec le parent et avec le commerçant. La première chose, c'est quand vous arrivez chez un commerçant et que vous payez en panda, globalement, vous êtes la star de votre quartier. Personne ne vous oubliera jamais. Donc, c'est quelque chose d'assez innovant comme expérience. Et surtout, on voulait donner un univers qui soit propre à l'enfant, qui ne soit pas en train de copier ou simplement singer son parent. On voulait vraiment créer un univers qui lui soit propre. D'ailleurs, on a renforcé les règles de sécurité parce que, bien évidemment, on a des enfants entre 7 et 13-15 ans dans nos consommateurs. Donc, tout ce qui est règles de sécurité, approches didactiques ont été vraiment améliorées. Et toute la partie éducative, elle n'y est pas nécessairement dans les cartes. Donc, nous, on a vraiment poussé sur ces sujets-là où ça soit très différenciant. Après, contrairement à une carte, toutes les règles de protection, par exemple, vous savez, quand vous utilisez votre carte dans le commerce, toutes les 5 opérations, vous êtes bloqué, là, on a dû trouver des solutions alternatives pour que l'objet soit quand même sécurisé. Donc, on a déporté ces contrôles dans l'application. Donc, on a réinventé le moyen de paiement pour créer un objet ludique. On peut le bloquer à distance, c'est possible? On peut le bloquer à distance et surtout, on peut le redébloquer, puisque très souvent, les enfants égarent leurs affaires plus qu'ils ne les perdent définitivement. Ou alors dépensent trop. N'est-ce pas, Roméo? Juste, vous parliez du don, c'est très intéressant, justement. Vous les initiez au don, à la générosité. Alors nous, on a créé des partenariats avec des associations qui nous étaient chères et qui étaient, pour nous, importantes pour les enfants. Donc on a une première association, c'est l'association de la Fondation des hôpitaux, qui organise chaque année l'opération des pièces jaunes. Donc on est associé avec eux. On a fait notamment notre petit perroquet jaune pour défendre cette cause, qui est soutenue par Madame Macron actuellement. Donc Brigitte Macron a le perroquet jaune? Elle a le perroquet jaune sur son... Oh là là, mais est-ce que c'est classe? J'adore. On est assez fiers. On est assez fiers, mais évidemment. Qui soutient cette cause ardemment, et donc on la rencontre chaque année sur ces sujets-là. Donc il y avait un sujet de dématérialisation des collectes, donc on est rentré à cette occasion-là. On est aussi très proche du WWF, dont on fait partie, donc là c'est une cause animalière, et on est également avec des causes environnementales comme Tara Océan. Donc chaque année, on met à l'honneur chacune de ces thèses à différents moments de l'année, et on sensibilise à la fois l'enfant au don, mais aussi à la cause sous-jacente que défendent ces associations.
double effet. Donc ça veut dire que l'enfant, s'il veut, s'il le souhaite, dans l'argent qui lui est alloué par exemple par semaine ou par mois, il peut décider de donner 5 € à une association ou pas? Exactement. On se targue de tenter de sensibiliser toute une génération à cette générosité, en tout cas, que l'enfant ait conscience que l'argent est aussi un moyen d'action. Il n'est pas le seul, bien évidemment. On ne dit pas que la générosité non financière n'existe pas, mais que c'est aussi un moyen et que ça peut aider les autres. Voilà. Bien sûr. Alors, combien ça coûte ce petit... Alors, très simple, ça coûte 30 €. 30 €, voilà. 30 €, exactement. Vous pouvez le trouver sur notre site internet, mais on est aussi distribué chez énormément de commerçants. Donc, on est arrivé sur le marché en janvier de l'année dernière. On est distribué dans à peu près 250 librairies à travers la France. On a à peu près 150 concept stores aussi qui nous distribuent un peu partout. On est rentré au Bon Marché. On est rentré au BHV, aux Galeries Lafayette, chez Monoprix. Galerie Vivienne, je dirais pas plus, je sais. Je suis passée. Vivienne, surtout. Genre très gentil. Donc oui, ça va très bien. On a une expansion qui est assez significative en ce moment, donc on est hyper heureux. Vous avez des concurrents? Pas encore. Ça ne serait tardé. Vous savez, les bonnes idées, Oui. on restera rarement Vous êtes les seul. seuls. Bah, vous portez l'œil celui-là, c'est pas possible. Non, mais Vous étiez les seuls au monde. pour le moment, on est seul au monde. On est très fiers de cela. Mais ça viendra. Et alors, je précise quand même, il y a un coût à l'usage. Donc, vous avez 2 modèles économiques pour les parents. Soit ils vont payer 1 € au rechargement. Comme un abonnement. Exact. Ou alors, il y a un abonnement à 1,90 € qui vous permet de faire tous les rechargements que vous voulez. Et en fait, nous, ces fonds nous servent à payer ce qui permet de faire fonctionner le système. Donc, on paye Mastercard notamment, qui sécurise toutes les opérations. Donc, c'est absolument sécurisé pour le commerçant comme pour les clients. Et on reverse tous ces sous-là. Donc, ça veut dire aussi qu'on n'a pas eu à trouver de modèle économique alternatif. Donc, toutes les données de nos parents, on les conserve précieusement. Elles ne sont jamais revendues. Donc, il n'y a pas d'autre modèle chez nous. Jamais revendu. On y a mis nos enfants, donc il en était hors de question. On l'a fait comme pour nous. Il y a une suite à Moniwoki ou pas déjà prévue? Déjà, installons-nous. Non, on a beaucoup d'aventures qui arrivent. On a beaucoup de grandes maisons qui nous ont contactés. Il y a des partenariats à venir. On a des partenariats dans le cinéma qui arrivent. Des choses un peu improbables pour une jeune entreprise comme la nôtre. Mais on va accompagner des sorties de dessins animés. Dans le cinéma, c'est-à-dire que Moniwoki, un petit perroquet ou une fusée arriverait dans un film ou alors Non, il va soutenir les sorties de certains films. Donc avec des personnages en coque. Avec des pandas, par exemple. Avec des J'en dis pas plus. Non, avec des pandas. Mais qu'est-ce que c'est? Et voilà, on va travailler la... Il y aura une souris, on ne sait pas, moi. Je peux pas tout dire. Mais Ok. oui, et on est en train de faire de commencer à regarder des choses sur la licence aussi. Donc voilà. Une version adulte peut-être, comme ça je peux l'offrir à Virginie, parce que visiblement elle est très fan. Donc du coup j'offrirai Totalement. Alors, on travaille des coques un petit peu différentes qui arrivent. Là, on a toute une nouvelle collection qui arrive. On a une planche de surf et on a notamment des coques qui vont arriver qui seront complètement non genrées, neutres, parce qu'on a déjà 18% de nos clients qui sont des adultes. Ah oui. Donc tout C'est les va adultes bien. parce qu'ils aiment bien le design en fait. Ça les fait rire. Je vous invite à payer une tournée de bière en panda. Vous serez vous aussi une star. C'est génial. Et moi, de toute façon, c'est bien simple, je l'offre à tout le monde parce que je trouve ça absolument génial. Non, mais c'est génial de pouvoir. Je vois l'impact sur mon fils et sur les enfants des copains et je vois à quel point, effectivement, ça leur apprend. Alors, mon fils, pas tout de suite, mais il commence à gérer leur argent, à se dire voilà, j'ai tant par semaine, il va falloir que je fasse attention. J'ai le droit, effectivement, d'acheter un pain de chocolat. Là, je peux faire ça. Voilà, c'est une façon, effectivement, d'un rapport à gérer l'argent. Et on a embarqué des thèses complémentaires assez insolites. On a des parents qui l'ont acheté pour leurs propres parents, donc des gens un peu plus âgés, qui avaient des problèmes d'oubli de code. Donc ça, c'était très étonnant. Et surtout, on a une thèse qui nous tient vraiment à cœur. On est rentré dans des familles d'enfants qui avaient des troubles cognitifs ou des troubles autistiques, et notamment qui avaient des problèmes avec le rendu monnaie. Donc pour des enfants qui n'évolueraient pas sur ces sujets-là, on a permis à certains d'entre eux de retrouver le chemin de l'achat du pain, d'achat aussi simple que ça. Donc on était assez fiers de ça. Super. Donc on a une appli inclusive, intelligente, indirectement, mais on est hyper content quand même que ça soit le cas. Vraiment bravo. Raphaël Leprêtre, merci mille fois d'avoir été avec nous. Vous êtes le fondateur de Moniwoki. Vous le faites tout seul, ça, ou avec votre femme aussi? Non, pas avec ma femme. Mais vous avez pensé? Elle a les idées, mais derrière tout homme, il y a une femme qui se cache. Non, j'ai une équipe formidable qui nous accompagne, mais elle a son propre business. Et alors, votre fille s'appelle comment, qu'on lui rende hommage quand même? Alors, c'est Clémence. Voilà, c'est Clémence. Donc Clémence, elle a intérêt à faire super gaffe à son argent, du coup. Hein. Maintenant, ça y est, elle est super surveillée. Mais la cage, 11 ans aujourd'hui? Maintenant, elle a 13 ans. À 13 ans, ça fait
donc de nos 3 ans que le projet est pensé. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Raphaël Leprêtre. Donc Moniwoki, dans toutes les bonnes boutiques, librairies et autres, le panda, la fusée, la glace, l'ours, le perroquet, enfin bref, vous les avez tous. Et si vous voulez ressembler à Madame Macron, c'est le jaune. Et M. Macron, il en a un d'ailleurs. On dit Madame Macron, mais M. Macron en a peut-être un aussi. Il connaît l'opération. Peut-être la glace. Bon, alors à propos de glace, tiens, regardez, prenez votre glace, mon cher Mickaël. Ça va me rafraîchir. Exactement, parce que c'est l'heure de votre chronique, donc préparez-vous. Mickaël, alors une chronique consacrée aujourd'hui aux pépites que vous avez trouvées sur les réseaux sociaux après l'épreuve du bac de philo hier. Et oui, on commence avec l'histoire qui a fait le plus de buzz hier sur Twitter. Tout a démarré avec ce tweet de Denis Colombi. Alors, je croyais avoir tout vu sur la surveillance du bac, mais le candidat qui pose un melon complet sur sa table en début d'épreuve, c'est une première. Alors, très vite, vous allez le voir, ce message a fait le tour du réseau social. Commence un long récit. Plus de 40 tweets, 60 000 likes en tout. Et ce surveillant explique que l'élève a ramené un couteau en bois jetable pour couper ce melon. Un moment historique, écrit-il avec humour. Toute la salle, bien évidemment, sent le melon, une odeur que ce surveillant déteste. Et puis enfin, après 3 heures d'épreuve, il rend sa copie, l'élève, mais pas son melon. Alors vous allez me dire, qu'est devenu le melon ? Eh bien, l'élève l'a tout simplement embarqué avec lui. Il a pris son melon sous le coude et puis il est parti. Mais il l'a pas mangé du coup. Et si, il l'a mangé. Il a mangé quelque part et il était très bon, visiblement, puisqu'il a coupé quelques morceaux. La technique, c'était du 20 sur 20. En tout cas, on se demande quand même si ce surveillant était réellement un surveillant et puis surtout s'il a réellement surveillé. C'est la question qu'on se pose. Moi, je pensais qu'en fait, c'était une sorte de vanne, de caricature par rapport au melon, quoi, en fait. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'était le fruit. En épreuve de philo, mais en tout cas, c'est sûr, il a eu l'autorisation de manger. On a le droit de manger pendant les épreuves, c'est important de le préciser. Alors, d'autres histoires de fruits pour ce bac de philo, Mickaël ? Pas du tout, mais des histoires à se fendre la poire, et ça ne sera pas le seul jeu de mots, puisqu'il y a aussi des... Vous allez le voir, Virginie, qui n'ont plus la banane à cause du bac de philo. Regardez ce tweet. J'ai pris le sujet sur l'avenir alors que j'en ai pas. Voilà, non, Rémi Jo, ne désespérez pas. Petit message pour vous. J'ai eu 7 sur 20 à l'épreuve de philo et regardez, j'ai la chance d'être avec Virginie et sur School TV. Comme quoi. Autre tweetos. Oh là là, mais comment il gratte ? Attendez, c'est sa deuxième émission, c'est pour ça. Oui, parce que j'ai envie de rester pour la suivante, vous l'avez compris. Regardez autre message, autre tweet d'Arons qui regrette lui d'avoir confondu dans sa copie Kant avec un célèbre footballeur champion du monde. Petit indice, il est petit, il est gentil, il a battu Léo Messi. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est N'Golo Kanté. Quand je me suis rendu compte que j'avais écrit Kanté au lieu de Kant au bac de philo. Voilà, c'est quand même assez drôle et assez étonnant. On va passer du désespoir maintenant à la colère avec Amine, il est fâché, un peu énervé que l'on définisse certains mots pour les élèves de STMG qui passaient aussi l'épreuve de philo. Exemple, infaillible égale, vous voyez en bas de la copie, égale absolument certain. On peut effectivement comprendre son agacement. Et puis pour terminer, regardez, petit conseil officiel, cette fois-ci de Netflix. Bonjour, les citations de séries Netflix dans vos copies de philo, ce n'est pas la meilleure idée, bon courage. Un trait d'humour, mais attention, une claire référence au sujet, l'un des sujets du bac de philo qui était les pratiques artistiques transforment-elles le monde ? Enfin, les réseaux sociaux, c'est quand même, encore une fois, cette année, l'occasion de réviser la philo de manière originale. Oui, la tendance se confirme. On le sait, de plus en plus de professeurs partagent des cours de philo et d'autres cours d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Mais dernièrement, on a vu aussi apparaître des formes très originales. Il y a d'abord le rap, avec 2 artistes que vous connaissez bien. Virginie, vous les avez reçus. Ils sont venus ici, il fait du Réandro. Exactement, vous étiez en avance sur tout le monde, Virginie, mais ça ne m'étonne pas. Je le suis, j'ai pas Yétier. Non, vous pas la part. Et merci. Vous le serez. Merci. Voilà, Virginie, je continue avec la pommade. C'est Félure et Andro, ils sont juste exceptionnels. Et regardez, petit aperçu de leur compte Instagram. Cette idée est chez Platon, on appelle ça le mythe des androgynes. Raconte. Dieu nous ont coupés en 2, depuis on cherche notre potier d'origine. Ok. Tout ça, ça présuppose quoi ? Qu'en nous il y a de l'inné. Et quelque part on est déterminé. Pas sûr que ce soit ce à quoi je crois. Et voilà, la tendance en tout cas se confirme, on a pu le voir. Et puis tout aussi étonnant, vous allez voir une tendance TikTok, ça s'appelle Study With Me. Voilà, étudie avec moi, j'étais très mauvais en philo, j'ai eu 7 sur 20 et je suis très mauvais aussi en anglais. En tout cas, le concept, vous allez voir Virginie, est assez surprenant. Des étudiants se filment pendant qu'ils révisent sur TikTok. Les autres utilisateurs peuvent y assister quand c'est en direct, bien évidemment. Et regardez, et on en reparle juste après.
Et ça sert à quoi ça? Et bien voilà, quel est l'intérêt? Bravo Virginie, ils sont plusieurs. Pour certains étudiants qui ont pu témoigner, ces vidéos auraient des vertus relaxantes pour réviser. Pour d'autres, elles incitent au travail et surtout à la réflexion. Et comme c'est la fin de ma chronique, il est temps maintenant de vous regarder travailler, Virginie, parce que ça va me faire du bien aussi. C'est un peu #study with Virginie. Voilà. Ouais, alors moi, j'ai pas un ordinateur, 3 iPads, 4 tablettes pour Mais travailler. ça me détend aussi. Ils ont quand même de la chance, les étudiants que vous avez filmés. Merci beaucoup pour cette chronique, cher Michael Dos Santos. On vous a gardé avec nous, vous êtes bien marré, non? Très bien, j'adore. Et vous avez découvert Félix Andro, qui donc font prof de philo et beatmaker. Et ils font des super titres sur la philosophie. Oui, puis on attend la coque en melon aussi pour le fameux étudiant. Moi, ça m'évitera de ramener un melon. C'est un peu imposant. Allez, tout de suite, c'est l'heure de Souvenirs d'écolier avec Malika Ménard. Il y a aussi eu un événement marquant dans votre vie, c'est que vous avez souffert de dépression. Oui. C'était quand et c'était dû à quoi? C'était en 2009. Quand vous venez d'arriver, en fait. En fait, je suis arrivé au Québec en 2005, et donc c'était 4 ans après. Ah oui. Ouais. Et en fait, la dépression, Malika, c'est, je pense, ne pas accepter ce qui est. Et j'avais du mal à accepter ce qui était. J'avais beaucoup de choses que je n'avais pas guéries à l'intérieur de moi. Ouais. C'est surtout la mort de mon père, qui n'avait jamais été attribuée depuis que j'avais 8 ans. Et donc à l'époque, j'avais 26 ans, donc ça faisait quand même longtemps. Et donc j'avais besoin d'aller plonger là-dedans. J'avais besoin d'aller pleurer beaucoup de choses. J'avais besoin d'aller connecter avec cette souffrance-là pour qu'elle sorte. Et donc c'est ce que cette dépression m'a apporté. Et à ce moment-là, vous n'aviez pas encore percé? Non. À ce moment-là, 2009, non, je n'avais pas encore percé. J'étais dans le cheminement de. Et j'ai découvert un nouveau monde, un monde avec des outils, un monde qui me faisait rire avant, tu sais, de ce monde-là du développement personnel qu'on appelle. Et des thérapeutes, des outils, etc. Un chemin que je ne connaissais pas avant et qui m'a fait beaucoup de bien. Et que vous continuez d'emprunter? Et que je continue d'emprunter. Et qui me fait encore du bien. Tu vois, il y a encore des choses là-dedans qui me... Comment l'ont vécu les gens autour de vous, votre entourage? Principalement ma copine à l'époque, mais qui est encore d'ailleurs la même aujourd'hui. Mais elle... Votre femme, quoi. Pardon? Votre femme, quoi. Ma femme, exactement. D'ailleurs, on est mariés. Mais beaucoup de support. Beaucoup de support et puis de l'impuissance, tu sais aussi. C'est dur de aider les gens qui vont pas bien dans la vie. Je pense qu'on peut être là pour eux, mais on ne peut pas les forcer à aller mieux. On ne peut pas avoir une baguette magique. C'est à eux de faire le travail. Et donc, il y avait un espèce de support émotif qu'elle a toujours eu et qu'elle a encore d'ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes complètement sorti? Aujourd'hui, je suis complètement sorti. Qu'est-ce que vous diriez justement aux jeunes qui souffrent de dépression? Que les antidépresseurs, c'est une bonne façon d'aller bien, mais c'est une bonne béquille, pour moi. Dans le sens où, comme quand tu te casses la jambe, les béquilles Pas rester trop longtemps avec. Ça, c'est mon avis. Je pense que c'est un bon outil, mais pas pour tout le monde et pas longtemps. Parce qu'après, ça devient juste quelque chose qui recouvre le problème. Tu sais, la raison pour laquelle tu as une dépression, c'est parce que ton corps te dit réveille-toi, il y a quelque chose qu'il faut que tu ailles attribuer. Et si tu prends des médicaments, tout ce que tu fais, c'est cacher le problème. Un peu comme quand tu es petit et que ta mère te dit range ta chambre. Et au lieu de ranger ta chambre, tu prends les jouets et tu les mets sous le lit. Tu n'as rien résolu, tu as juste caché le problème. C'est pareil, je pense, avec les médicaments. Donc ce que je dirais, c'est qu'il y a une façon d'aller vers un meilleur, avec plein d'outils qui existent aujourd'hui et qui sont facilement accessibles. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Jérémy Demé pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika et on retrouvera Jérémy Demé demain pour de nouvelles confidences. Allez, c'est le Zap tout de suite sur School TV. Et ce que vous dites, c'est que, et d'ailleurs je l'ai vérifié sur votre fiche super prof, POC à Wilson Granier, l'apport, enfin le coût, ça a un coût finalement, cette éducation d'élite, et des tuteurs surdiplômés tels que vous pouvez l'être vous, ça a un coût, c'est 150 € de l'heure. L'objectif, ça a été d'abaisser ce coût, cette barrière à l'entrée avec Studéo. En fait, là, vous prenez l'exemple des profs vraiment professionnalisés. Mais même plutôt que ça, si vous commencez avec un prof particulier à 25 € de l'heure, par exemple, c'est ce qui est un cas peut-être plus classique, pour certaines familles, 25 € de l'heure, 1 heure par semaine, chaque mois, vous arrivez à 100 balles de l'heure, 100 balles du mois, pardon. Ouais, c'est beaucoup. Là, pour beaucoup de gens, c'est fini. En gros, vous n'avez même pas l'opportunité d'avoir le prof, d'avoir ce suivi individuel. Donc ce qu'on s'est dit, c'est bon, moi j'ai eu la chance, donc je viens pas d'une famille spécialement aisée, j'ai pas eu la chance d'avoir un tuteur particulier quand j'étais gamin. Et je me suis dit, je vois ce que ça apporte quand moi maintenant je fais le métier. Donc je me vois un petit peu comme à la fois le client potentiel, si vous voulez, où je vois ce que ça peut apporter à un gamin. Et maintenant j'ai fait le métier. On s'est dit, il faut réussir à prendre ces prestations coûteuses et les rendre disponibles, tout en rendant ça
relativement rentable. Il ne faut pas être à perte non plus. Il faut qu'on puisse réussir à survivre. L'idée, ça a été de faire de l'asynchrone. Donc on s'est dit, on va essayer de comprendre ce que font les ados. Qu'est-ce qu'ils font en gros, où est-ce qu'ils vont. Quand ils n'ont pas les moyens d'avoir un prof, ils vont sur YouTube. Il y a des créateurs incroyables sur YouTube, alors des francophones, des anglophones. On a vu encore un tout à l'heure avec Mediaclass, par exemple. Des trucs super. Et on s'est dit, mais quelles sont les limitations de YouTube? YouTube, c'est top, mais des fois, c'est un petit peu dans tous les sens. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les vidéos YouTube, après, vous allez chercher un PDF de cours ou d'exercices sur une autre plateforme. Ce qu'on a voulu faire, c'est construire une plateforme tout en un. Donc, on va prendre pour les vidéos le format adolescent, c'est-à-dire moins de 5 minutes. On va pas leur mettre 30 minutes de vidéo tout le temps. On sait qu'ils veulent des trucs rapides. On va structurer ça. Donc là, c'est là qu'on apporte un peu cette pédagogie experte, entre guillemets. On essaie de faire quelque chose de très structuré par difficulté croissante. Et on leur met en même temps un autre aspect qui est des ressources écrites. Des flashcards, donc on s'est inspiré des méthodes de langue. Vous savez, souvent vous avez a dog, un chien, vous cliquez et en fait vous retenez en étant actif. On a fait la même chose pour les maths. On met des QCM. Et troisième aspect, on a voulu mettre un énorme aspect du cours particulier qui est l'interaction. D'accord. L'interaction avec le prof, c'est vraiment un truc très très important, mais on s'est vraiment posé le casse-tête de comment on rend ça disponible. On a fait 2 choses. On s'est inspiré de YouTube, c'est-à-dire que sous chaque vidéo de maths qu'on fait, vous pouvez poser vos questions. Nous, on a un modérateur, on répond, et on encourage nos utilisateurs à répondre aux questions. C'est-à-dire qu'on veut créer une communauté où les gens peuvent poser leurs questions de maths, et un utilisateur répond. Et nous, on les encourage à répondre, parce que s'ils mettent une bonne réponse, on leur donne des points, on leur donne des petits gains sur la plateforme. Pilote de ligne, c'est un rêve d'enfant. Tout à fait. C'est un rêve d'enfant, y compris quand on est une femme, parce qu'il y a encore quelques années, j'ai l'impression que c'est un métier qui semblait peut-être inaccessible, ou en tout cas, dans l'esprit de certaines femmes, ça semblait inaccessible, parce qu'on voyait que des hommes. Malheureusement, et là justement c'est en train de se démocratiser et c'est vraiment important en tant que femme, que ce soit pour moi ou pour d'autres femmes pilotes, de montrer que c'est possible, c'est accessible. Tant qu'on est motivé, déterminé comme pour les hommes, et ben on arrive toujours à nos fins. Il faut combien d'années? Ça se compte en années pour devenir pilote, ou c'est des modules qu'on doit passer et ça dépend de sa rapidité, de sa capacité à engranger les connaissances? C'est plus en module. Les formations, on peut prendre plus ou moins de temps, ça dépend des personnes. D'accord. Moi j'ai commencé. C'est quoi le plus dur? Le plus dur de toute la formation? Ouais. Pour vous en tout cas. Peut-être la théorie du pilote professionnel, qui n'était pas très marrante. C'est-à-dire, c'est quoi la théorie du pilote professionnel? C'est une formation qui dure 9 mois, où on va... Enfin, c'est une formation très dense, où vous devez tout connaître sur tout. Sur tout le métier. Il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup de... Pas tant que ça. Pas tant que ça, d'accord. Pas tant que ça, faut pas être une mordue des maths pour être pilote. Ah, c'est bien de le dire. Ouais. Ça, c'est important. J'ai un bac scientifique, mais on peut y accéder avec un bac économique ou même littéraire, j'en connais certains. D'accord. Qui sont pilotes avec un bac L. Donc voilà, c'est pas la formation la plus simple, la plus marrante. Et quelles sont les qualités qu'il faut pour être un pilote? Je vais dire bon pilote, mais un pilote tout court, pour commencer. Alors pour être un bon pilote même, de l'adaptabilité. D'accord. Il faut être un peu partout, tout le temps, il faut savoir s'adapter à toutes les situations. Et puis il faut être rigoureux, sérieux, réfléchi, prendre les bonnes décisions aussi. Ouais, mais le sang-froid, ça s'apprend à l'école? Non. C'est ça le problème. Ça s'apprend sur le terrain. Et puis, pendant toute la formation, on va vous mettre dans des situations assez délicates. D'accord. Vous devrez justement prendre sur vous-même, réfléchir, assez rapidement d'ailleurs. Mais voilà, la formation est faite pour ça. On est entraîné, on est préparé pour le jour J, ou une fois en l'air, si on a des problèmes, et ben on sera formé pour ça. S'il fallait résumer d'un mot le trait commun de tous les combats dont vous parlez dans la collection, parce que c'est autant sur les combats que sur les personnages, dans ma perception en tout cas, qu'est-ce qu'on dirait? C'est les droits humains? Oui, exactement, c'est ce que j'aurais dit, les droits humains. Tout ce qui est valeur, qui défend ce qu'on a, les droits de l'homme et plus généralement un combat pour la dignité, la liberté, la fraternité, la solidarité, voilà. Alors je citais Charlie Chaplin, Non à la délation, ça c'est le dernier paru, signé Yann Liotard. Il y a une petite équipe de fidèles auteurs dans la collection. Il y a les vôtres aussi, dont ce Victor Hugo, Non à la peine de mort. Comment vous choisissez vos sujets? Vous vous dites d'abord on va parler peine de mort ou délation ou encore conformisme, indifférence ou que sais-je, et on cherche le personnage, ou c'est l'inverse? Mais ça dépend des... Ça dépend. Ça dépend. Il y a certains cas où, par exemple, la peine de mort, on aurait pu faire d'autres personnages, mais évidemment, Victor Hugo s'impose. D'autres fois, c'est un auteur qui va venir et qui me dit « je veux parler », par exemple, Maria Poblete me dit « je veux parler de Nadia Mourad ». Ça sera donc non à l'esclavage sexuel. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Ou bien Bruno Doucet va me dire « Victor Jara, le chanteur chilien, c'est mon compagnon depuis toujours à l'intérieur, il faut venir raconter ». Et ça donne un nom à la dictature. Et puis dans d'autres fois, c'est l'inverse. J'ai envie de faire réagir Lionel à ce qu'on vient de se dire avec vous, Antonin, parce qu'il y a cette question du prix qu'on travaillait
ensemble au tout début de cette interview, se dire que le prix, ça reste quand même parfois une barrière pour celles et ceux qui voudraient pouvoir approfondir leurs connaissances. Pour Novakid aussi, ça a été une question dès le départ, trouver le juste prix, le bon prix à proposer à ces enfants qui veulent apprendre mieux l'anglais avec vous. Et effectivement. Donc, comme le disait l'intervenant sur le plateau, le prix vraiment est une variable très importante lorsqu'on souhaite apprendre une nouvelle langue, si je puis dire dans le cas de Novakid. Vous devez remarquer que lorsque nous, on a commencé, on s'est dit il faut que l'éducation soit accessible à tous. L'éducation doit être accessible à tous en fonction de toutes les bourses. Donc, on a créé 2 formules d'apprentissage qui nous permettent donc de fournir le même service, mais avec une certaine différence de prix. Maintenant, on a 2 types on est parti sur la base de 2 types d'enseignants. Donc, on a des enseignants qui sont certifiés pour enseigner l'anglais, mais ne sont pas forcément des locuteurs natifs. Et donc, du coup, eux, ils auront un prix beaucoup plus accessible que des enseignants, par exemple, qui sont des locuteurs natifs et qui sont aptes à enseigner l'anglais. Donc, on est parti sur cette base pour essayer de faire une différenciation au niveau de prix et rendre accessible donc la méthode à chaque type de parents en fonction de leur bourse. Et ici, on essaye toujours de garantir, malgré que vous ayez un enseignant soit standard, locuteur quasi natif ou un enseignant premium, vous puissiez avoir toujours le même suivi, la même méthodologie d'enseignement selon les 2 types d'abonnements. Donc, c'est vraiment une variable qui a été assez importante, mais on a pu trouver un ajustement qui nous a permis de proposer un programme intéressant. Jean-François Chanu, le job dating fait partie de la réponse. Il y a un job dating au moment où on se parle, effectivement, juste à côté de Figeac, pour aller recruter des hommes et des femmes et surtout des jeunes. Il faut savoir s'adapter pour recruter le plus vite possible. Justement, je sais que la concurrence est féroce. Bien sûr, il faut toujours se mettre en avant, expliquer les avantages que l'on amène en tant qu'entreprise. Pour vous donner un exemple, là, depuis l'été dernier, nous avons réussi à embaucher 140 personnes. Alors comment on y arrive? En étant présent, en expliquant, en montrant un petit peu notre entreprise, nos métiers, l'ambiance de travail. Je vous ai dit qu'il y avait on donnait de la responsabilité aux jeunes, aussi bien qu'aux personnes d'expérience, mais on va aussi mettre en avant le travail d'équipe, la satisfaction d'un travail bien fait, et puis la satisfaction de nos clients. C'est important, il ne faut jamais oublier que tout ce qu'on fait, c'est un objectif de sécurité du vol, mais aussi de satisfaction du client, qu'il soit constructeur d'avion, compagnie aérienne ou individu qui va prendre l'avion. Donc voilà, on travaille sur un petit peu tout ça, on met en avant la modernité, l'innovation de nos métiers et on joue sur le caractère passionnant de notre domaine d'activité qui est l'aéronautique. Au sein, vous avez parlé du GIFAS ou Aéro Recrute, on va retrouver ces thèmes-là un petit peu partout dans toutes les entreprises, mais c'est certainement très présent ici à Figeac et grâce à ça on arrive à attirer des personnes bien sûr du territoire local mais aussi d'un peu plus loin de la côte atlantique, d'un peu plus loin du nord de la France, la région parisienne par exemple, ou même de l'étranger. Voilà, on arrive à avoir des personnes de l'étranger qui viennent s'installer ici et on les accueille toujours avec grand plaisir. Et ils sont très heureux parce que bien sûr on a un territoire extrêmement intéressant en termes de qualité de vie. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené d'une part à l'écriture? Alors vous allez me dire, journaliste, c'est pas très loin, mais d'autre part à l'écriture pour les jeunes. Même si vous faites aussi des romans pour adultes, non? Je ne sais plus. Mon premier roman pour adultes paraît à la rentrée littéraire. Là. Mais voilà, j'avais une sorte d'anticipation absolument extraordinaire. Je me suis dit, elle écrit pour les adultes. Oui. Ok, le premier là. Oui. C'est qui? Chez Emmanuel Colas. Et il s'appelle Eleftheria, ça veut dire liberté. Extraordinaire, il n'y a pas de surprise. Mais alors, qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture pour les jeunes dans un premier temps et les enfants? Je pense que déjà, moi-même, je sais que j'ai puisé ce que je suis dans mes lectures de jeunesse. Mon premier livre important, Il était un capitaine, c'est quand même l'histoire d'un journaliste qui assiste au procès de l'affaire Dreyfus, écrit par M. Bertrand Solé, un grand auteur de littérature de jeunesse. Donc je pense que déjà, j'avais conscience de ça. Et il me semble que si on offre de la vraie littérature aux jeunes, eh bien, on peut faire bouger quelque chose. C'est comme si... pardonnez-moi, si nous les vieux, on avait pu changer le monde et qu'il soit meilleur, on y serait arrivé, mais eux, c'est leur tour. Donc je crois que je suis vraiment rentrée... Oui, voilà. J'ai vraiment choisi de m'adresser à eux, d'abord pour cette raison-là. Et là, moi, je peux vous dire que dans cette collection, elle est bonne, la littérature. Le dossier qui accompagne également chaque roman est tout à fait passionnant, puisqu'il permet de généraliser. C'est tous les autres qui ont dit non, puisqu'il y a celui ou celle qui a dit non, dont vous racontez l'histoire, mais il y en a plein d'autres. Et ensuite, on vous apprend comment vous pouvez dire non, notamment en allant vers des associations. C'est la fin de ce grand JT. Merci, Mickaël, d'avoir été avec nous. Je reviens.
Bon, je sais pas. C'était gentil pour la chronique. Avec une petite pommade supplémentaire ou pas? Je reviens alors. Tous les jours, vous direz super bien tous les jours un que je compliment. suis une star. C'est ça, tous les jours un Que vous êtes compliment. merveilleuse, Virginie. Et ouais, mais je vais y croire tous les jours. Hein. Mais vous avez le droit. Parce que c'est la vérité, Virginie. Oui, c'est Vous êtes ça. incroyable. Exactement. Raphaël Le Prêtre, merci mille fois d'avoir été avec nous présenter Moniwoki. Bon, vous l'avez compris, je suis complètement fan de Moniwoki. Je le représente encore une fois. C'est absolument génial pour nos enfants, pour les aider à maîtriser leur porte-monnaie et tout simplement payer sans contact dans tous les magasins de France et du monde. D'ailleurs, ça marche. Du monde, ça marche partout. Ça marche partout. Non, mais magnifique. Facile, avant les vacances. C'est magnifique, génial. C'est la fin de ce grand JT. Pour retrouver évidemment toutes nos émissions, schooltv.com, canal 247 sur les Freebox. Merci à toute l'équipe, à Théo Boscar à la réalisation, Saïd Mamou au son, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction, Taï Sayed au make-up et à nous. Voilà, on s'aime, on se dit qu'on est formidable.